Bonjour à toutes et à tous et bon début de semaine sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 11 avril avec une page largement consacrée aux élections africaines de ce week-end. À Djibouti, victoire écrasante du président sortant Ismaël Omar Guelleh. C'est sans grande surprise que le chef de l'État de 68 ans rempile pour un 4e mandat consécutif de 5 ans. M. Guelleh est crédité de 86,68% des voix selon les résultats officiels qui ont été annoncés samedi par le ministère de l'Intérieur. Un score très contesté par l'opposition. Le taux de participation à la présidentielle djiboutienne de vendredi est officiellement de 68%. Pourtant, vendredi, à Djibouti-Ville, les électeurs étaient peu nombreux aux urnes. La commission électorale avait même décidé de prolonger d'1 heure les votes. La Ligue arabe ainsi que l'Union africaine ont dépêché leur mission d'observation pour le scrutin de vendredi. Ils devraient rendre leurs conclusions sur le déroulement du vote dans les prochains jours. D'ores et déjà, hier, les observateurs de l'Union africaine, qui ont pu visiter 124 des 456 bureaux de vote, ont décrit le scrutin comme ayant été libre et crédible. Ils notent toutefois des manquements à la loi électorale, comme par exemple la vérification non systématisée de l'index des électeurs trempés dans de l'encre indélébile, des urnes fermées avec des simples cadenas au lieu d'être scellées, ou encore des assesseurs vus dans certains bureaux de vote avec des t-shirts à l'effigie du président Guelleh. Les détails fournis par le président de la mission d'observation de l'Union africaine. La mission salue la République de Djibouti pour la bonne tenue de ce scrutin. Elle est donc en mesure de juger comme ayant été inclusif, libre et suffisamment transparent pour être considéré comme le reflet crédible de la volonté du peuple djiboutien. La mission a par ailleurs noté une prédominance des affiches de campagne du candidat de la coalition pouvoir. Les dites affiches ne respectaient pas toujours ni le format, ni l'emplacement prescrit par la loi organique sur les élections. La mission a constaté le déroulement des activités de campagne aux alentours des centres de vote. Nous avons fait un chiffre précis, dans 50% des bureaux qu'on a visités, on a constaté qu'il y avait des activités de campagne qui se menaient toujours aux alentours des bureaux de vote. Ce qui est puni par la loi. Les missions de l'Union africaine ont noté la présence de délégués des candidats, à l'exception des délégués de 2 candidats de l'opposition. La mission n'a aucune preuve que l'absence des délégués des candidats de l'opposition était due à une manœuvre des autorités. La mission rappelle l'importance du rôle des délégués des candidats dans la crédibilisation du processus et dans l'acceptation des résultats par toutes les parties prenantes. Selon l'opposition, le score obtenu par le président, surnommé IOG, est très loin de la réalité. Pour le candidat indépendant Mohamed Tourtour, il s'agit même, je cite, d'un hold-up électoral. Pour d'autres opposants, malgré les résultats qualifiés de fantaisistes, un recours légal n'aurait tout de même aucune chance d'aboutir. Je vous propose d'écouter ses commentaires. Je conteste le vote qui m'a été attribué n'est nullement la réalité. Son score de 87% est très loin de la réalité. Je crois que il y avait un hold-up électoral et je refuse d'accepter ce résultat. Et je condamne. Il a utilisé les services de l'État, l'administration, l'armée, la police, la gendarmerie. Ils ont violenté des délégués qui étaient à mon bureau. Ils les ont expulsés, ils les ont frappés. De toute façon, c'était une victoire programmée d'avance. Ce n'est pas étonnant qu'ils le disent à sa propre télévision. Le candidat IOG dit 86%, véritable score soviétique. Véritable score soviétique dans la mesure où la réalité est tout autre, dans la mesure où les gagnants dans cette histoire, pour IOG, c'est un échec politique, mais les gagnants dans cette histoire, ce sont le peuple de Djibouti qui massivement ont boycotté. La participation, elle était beaucoup plus forte en revanche au Tchad ce dimanche. Pour le premier tour de la présidentielle qui voit le chef d'État sortant Idriss Déby Itno briguer un 5e mandat face à 12 adversaires, les Tchadiens se sont déplacés nombreux et dans le calme.
Les bureaux de vote ont ouvert peu après 7 heures locales et ils ont commencé à fermer à 18 heures, heure locale. Les opérations de dépouillement ont ensuite suivi juste après. La veille, samedi, c'était les nomades, les militaires ainsi que les réfugiés qui ont voté. L'annonce des résultats n'est prévue que dans 15 jours, mais aucune date n'a encore été annoncée pour un second tour éventuel. Quoi qu'il en soit, les opérations de vote d'hier se sont déroulées sous haute surveillance dans un pays, vous le savez, victime des attaques des islamistes du groupe nigérian Boko Haram. Et également un climat de tension au Tchad. Depuis plusieurs semaines déjà, le président candidat Idriss Déby Itno interdit à la société civile de manifester pour une alternance démocratique. 5 dirigeants ont d'ailleurs été arrêtés pour avoir enfreint cette interdiction et sont toujours emprisonnés. Attention également pour le second tour de la présidentielle aux Comores ce dimanche. 3 candidats sont en lice pour accéder à la présidence de cet archipel de l'océan Indien. Il y a d'abord l'ancien putschiste Azali Assoumani qui a gouverné le pays de 1999 à 2006 et soutenu par Ahmed Abdallah Sambi, le président des Comores entre 2006 et 2011. Il y a aussi le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soilihi, dit Mamadou, est arrivé en tête au premier tour en février dernier. Enfin, il y a le gouverneur de Grande Comore, Mouini Baraka, deuxième du premier tour. Les premières opérations de dépouillement ont pu démarrer hier après les votes. Mais pour le ministre de l'Intérieur, je cite, « Si toutes les conditions d'un scrutin transparent étaient réunies et qu'il y avait une bonne sécurisation du scrutin, on sentait néanmoins une certaine tension. » Et pour le chef de la Fédération comorienne de la société civile, dans ce scrutin à haut risque, l'état d'esprit des électeurs est toujours suspicieux à cause des irrégularités du premier tour. Des incidents ont aussi été observés hier, alors que se tenait en même temps l'élection des gouverneurs locaux. 5 personnes accusées de propagande électorale ont également été arrêtées sur l'île de Moélie. Après la plus grande des confusions vendredi à Madagascar, un nouveau Premier ministre vient d'être nommé. Le président Heri Rajaonarimampianina a nommé hier Olivier Solonandrasananan comme nouveau chef du gouvernement de la Grande Île. Cette nomination arrive 2 jours après avoir démis de son poste Jean Ravelo-Narive, qui avait de son côté nié avoir quitté ses fonctions. Olivier Solonandrasananan, 51 ans, occupé jusqu'à présent le poste de ministre de l'Intérieur. Il devrait former un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Je vous propose d'écouter ses explications quant au changement de ministre. À partir de maintenant, de manière légale, je peux nommer le Premier ministre de la République. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai déjà la démission du Premier ministre. Un président ne faillit pas à ses obligations au respect de la loi. Je pense que c'est très clair et très net ce que je dis là et on avance. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution, est nommé Premier ministre chef du gouvernement, M. Mahafali Solonandrasananan Olivier. Article 2. Les membres du gouvernement en exercice assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. À l'international, à présent, un incendie provoqué par un feu d'artifice mal maîtrisé a fait près de 106 morts dans la nuit de samedi à dimanche dernier en Inde. L'incident s'est tenu alors que des milliers de familles étaient massées pour participer aux célébrations liées au Nouvel An hindou dans le temple de Pinguval Devi. Le drame s'est produit dans la ville côtière de Paravur, située dans la région du Kerala. Et des centaines de personnes ont été blessées et certaines sont grièvement brûlées. Et retour en Afrique pour terminer ce journal. Donner le sourire aux orphelins à travers une sortie ludique, c'est ce à quoi s'est attelée l'association des femmes de l'ambassade de France au Cameroun samedi. Dans un élan du cœur, les Mariannes, comme elles se font appeler, ont offert à une 60aine de jeunes une matinée de distraction à travers des films et des contes. Compte rendu de Bernard Samael Pomme et de Fabrice Amvama. Séance de film gratuit ce samedi matin à l'Institut français de Yaoundé. En projection, la suite d'une saga, celle de Kung Fu Panda 3, récemment sortie au cinéma. C'est l'histoire de Po, le héros du film, qui doit sauver les siens d'un horrible personnage en quête de possession de l'univers. Un scénario riche, teinté de beaucoup d'humour, de quoi intéresser le jeune public. Je suis vraiment heureuse, j'aimerais
J'aimerais aussi raconter à d'autres personnes qui n'ont pas encore vu. Dans la salle des orphelins, une soixantaine âgée de 5 à 20 ans. La sortie de plusieurs heures est offerte par les Mariannes, association des femmes de l'ambassade de France, avec le soutien de l'Institut français de Yaoundé. Oui, c'est apporter un petit sourire. Un samedi, on les amène au cinéma. Avant, il fut un temps ici, il y avait des salles de cinéma. Moi, j'ai souvenir que quand j'étais au Cameroun, plus petite, quand on me disait on va au cinéma, c'était quelque chose de formidable. Je pense que pour eux, ça a été la même chose aussi. D'accord ? Donc, c'était leur permettre de sourire, de changer un peu de leur réalité pendant un court instant. Nous sommes heureux, effectivement, d'accompagner l'association Les Mariannes. L'Institut français organise beaucoup d'actions. Et donc là, concrètement, nous avons offert des livres jeunesse aux enfants qui sont accompagnés par les Mariannes, de manière à les ouvrir à la lecture. Deuxième articulation de la journée dans cette médiathèque de l'établissement, où un espace a été spécialement aménagé. Cette fois-ci, les hôtes seront bercés par des contes sur le respect des aînés et l'obéissance. Et dans ce village-là, il y avait un homme. Et cet homme-là avait 2 enfants. Ces 2 enfants, il y avait l'aîné et le plus petit. Le plus petit était tellement obéissant. Pour cette matinée de détente, 2 orphelinats ont été choisis. C'est le cas de la Fondation Famille Chrétienne, venue avec 43 enfants, qui se réjouit de l'initiative. Déjà, il faut signaler que nous fonctionnons ensemble avec les Mariannes. Ce n'est pas pour la première fois que nous nous voyons. Elles sont à leur 3e, je dirais 4e acte vis-à-vis de la Fondation. Aux côtés de la FACT, le centre d'accueil des enfants en détresse, plus habitué aux sorties, mais au temps conquis. Les femmes de l'ambassade de France ont vraiment fait un travail formidable parce que sortir ces enfants de leur cadre quotidien, ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent vraiment bénéficier de ce genre d'événements. Pour cet élan de cœur, l'objectif était de permettre à ces jeunes orphelins de s'amuser et de continuer à rêver. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 11 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.